Écran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va reprendre les bases. Oui, c'est le deuxième épisode de la saison 3 du podcast d'Écran.fr. Et donc, il faut reprendre calmement nos sujets de prédilection. Et comme vous l'avez sans doute deviné, du coup, nous allons parler d'Adopi. Nous parlerons aussi d'Acta. Et voilà, ça fait déjà des bonnes bases. Et nous parlerons surtout du partage sur Internet, du partage non marchand, avec notre invité Philippe Aigrin. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être venu dans le podcast. Et nous parlerons donc cofondateur de la Quadrature du Net et un peu penseur du partage non marchand sur Internet, avec plusieurs ouvrages dont nous parlerons. Et puis la minute même, le chronophage et l'Internet bullshit, bien évidemment. Et je commence aussi en accueillant l'équipe d'Écran.fr, Camille Gévaudan. Bonjour Camille. Bonjour. Et Sofian Fanen. Bonjour Sofian. Bonjour. Comme pour chaque fois, nous allons commencer avec l'Internet bullshit. Et puis là, c'était tellement gros, on préfère d'habitude vous donner une petite séquence vidéo, comme la semaine dernière avec Zemmour et Nolo, ou voire même une petite séquence audio. Mais là, il y avait tellement du lourd en version écrite qu'on n'a pas pu s'empêcher. Donc, en fait, c'est la grande opération. Vous le savez, il y a un nouveau candidat qui s'est déclaré ces jours derniers pour l'élection présidentielle. Si. Je ne vais pas vous faire... Enfin, voilà. Il s'est déclaré, donc c'est le président actuel, Nicolas Sarkozy. Et dans la grande campagne de com, il y a Madame Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, qui fait aussi la tournée des popotes et notamment dans des grandes interviews écrites et notamment il y a eu 20 minutes, il y en a eu d'autres, et dans TV Magazine, donc qui est le supplément télé du Figaro et de plein de titres de la presse quotidienne régionale. Donc c'est vraiment un très très gros tirage. Donc ce que Carla Bruni-Sarkozy regarde à la télévision, c'est passionnant, hein. C'est vraiment une interview, c'est un modèle du genre, je vous la conseille. Et donc elle a une fondation, on apprend, et donc la question, hein, une question d'une irrévérence absolue. Votre fondation insiste sur le rôle fondamental de l'éducation. La télévision a-t-elle sa place dans une éducation réussie ? Je peux faire Carla Bruni ? Ah, vas-y, fais. Pour l'aspect psychologique et l'éducation des enfants, il faut évidemment limiter le temps passé devant la télévision. Mais, à mon sens, Internet ou les jeux vidéo sont bien plus diaboliques que la télé, qui en serait presque devenue sage. Néanmoins, elle conserve ce pouvoir hypnotique qui a tendance à désintéresser les enfants d'autres activités, comme le sport, la lecture ou la pratique d'un art. C'est pour cette raison qu'il faut en faire une consommation raisonnable. Vous aurez identifié dans cette longue tirade le formidable, Internet et les jeux vidéo sont bien plus diaboliques. Voilà, Enfin, on sait pas d'où ça vient. Non, mais c'est injustifiable, donc on peut pas lui répondre. Et puis comme d'habitude, la peur des écrans, parce qu'il faut faire du sport, de la lecture ou la pratique d'un art. Ça, c'est bien pour les enfants, et le reste, c'est le mal. Alors il faut se rappeler que Carla Bruni-Sarkozy n'en est pas à sa première intervention sur le sujet. La première fois, c'était dans une interview à l'Express suite à l'affaire du SMS envoyé par Nicolas Sarkozy à son ex-compagne, bref, du SMS supposé, hein, qui avait été révélé par le site du Nouvel Observateur. Et donc elle avait réagi à propos de la plainte de Nicolas Sarkozy à propos de ce SMS. Tiens, je te le laisse refaire. Je sens que ça va être très bien. Tu fais très bien. La plainte justifiée de mon mari n'est pas contre un organe de presse, bien sûr, mais contre les nouveaux moyens de désinformation. Internet peut être la pire et la meilleure des choses. À travers son site Internet, le Nouvel Observateur a fait son entrée dans la presse People. Si ce genre de site avait existé pendant la guerre, qu'en aurait-il été de la dénonciation des Juifs, hein ? Ouais, Godwin Point. Et donc ça c'est fait. Et puis on a évidemment la phrase qu'on préfère ici, hein, Internet peut être la pire et la meilleure des choses. Généralement, la phrase qui suit parle plutôt de la pire des choses. C'est toujours la rengaine de Internet, c'est formidable, mais. Voilà, c'est classique, voilà. C'est-à-dire dès qu'il y a une critique sur Internet, les gens ont bien compris qu'ils ne font pas dire que du mal d'Internet parce que Internet c'est formidable. Ça permet des révolutions arabes grâce à Facebook. D'ailleurs, Facebook c'est formidable. Ouais. Mais il faut poser un cadre.
Donc voilà, l'entrée en campagne de Carla Bruni Sarkozy, ça promet, ça promet si elle a des réflexions de cette. Sur un bon rythme. Ouais, elle est partie sur un très très bon rythme. On vous conseille quand même le top 10 de Slate.fr, le top 10 des déclarations de Carla Bruni Sarkozy qui vaut vraiment le détour. En bullshit bonus, oui, on a mis un petit bullshit bonus quand même. C'est les amis de No Life, les rois de la Suède, où nous retrouvons notre bien-aimé, notre ami Monsieur Poulpe, qui chante aussi. Et ils ont sorti une chanson alors qui s'appelle Ta liberté de voler. Elle est un tout petit peu affligeante. Alors on sait très bien qu'avec les rois de la Suède, il faut écouter des paroles au 2e, au 3e, au 4e ou au 5e degré. Mais là, on a eu beau chercher, on a eu du mal à le trouver, sauf à la toute fin de la chanson. Mais là, on va écouter un extrait, La liberté de voler. Voilà, il se moque des gens qui téléchargent sur Internet. Tu t'es forgé une religion. Si je partage, je suis bon. Émulé, grand et pire, abbesse son prophète, on payait bêtement. Mais t'es le chez d'internet. T'es un peu Robin des Bois, mais Sven et Jésus à la fois. Faudrait pas faire machine arrière. T'as cliqué pour devenir révolutionnaire. Oh, t'as un tout petit hacker qui bat en toi. Non, faudrait pas te l'arracher. Oh, ta liberté de voler. Voilà, même pour les rois de la Suède, copier c'est voler, donc ça on aura de cesse de le répéter. Ça continue après sur le thème si on partage tout, pourquoi moi j'irai pas chez toi faire le peer-to-peer sur ta copine, après voilà. tout tu viens bien voler mes morceaux. Voilà, tu viens voler mes morceaux, donc je peux venir voler dans ton frigo, ça va être aussi, c'est aussi une... Peut-être qu'il pourrait faire un album avec Carla Bruni. Bonne idée. Bien joué. Non mais elle avait dit au départ qu'elle aimait bien qu'on la téléporte. Oui, c'est vrai. Il y avait eu cette intervention dans Canal+. Oui. Mais après elle était briefée, je crois. Ouais. C'était sur son premier album où il y avait tous les tubes, et elle avait déclaré qu'elle aimait bien être téléchargée, ça ne la gênait pas du tout à l'époque. Téléporté. Oui, téléporté, oui. Bien sûr, téléporté. Donc on va rester sur le téléchargement avec nos amis d'Adopi dont nous n'avons pas parlé la semaine dernière. Oui, je sais, c'était un peu choquant de ne pas parler d'Adopi dans le podcast d'écran.fr, mais donc on va se rattraper quand même cette semaine parce qu'il y a eu de l'actualité, notamment le 3e et dernier volet répressif d'Adopi, les dossiers. Donc on savait qu'il y avait eu plus de 800 000 mails d'avertissement qui s'étaient transformés en, je ne sais plus... 68 343 second mail, seconde vague. Lettres recommandées. Lettres recommandées plus email. Il y a les deux à ce moment-là. Donc de gens qui avaient déjà été avertis une première fois, réavertis. Et il reste 165 abonnés, par internautes abonnés, qui ont été avertis, qui n'ont pas corrigé le manquement à la surveillance de leur réseau, etc. Et qui ont été convoqués à l'Adopi par la Commission de protection des droits, la CPD, qui, elle, ensuite, décide elle a décidé de communiquer certains de ces dossiers. On ne sait pas combien, l'Adopi n'a pas communiqué. On sait qu'il y avait 165 dossiers sur le bureau de la CPD. Peut-être qu'il y en a 3 qui ont été envoyés. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est affirmé de la part de l'Adopi, c'est qu'il y en a d'autres qui vont être envoyés. C'est le début d'une vague d'envoi. Donc ensuite, c'est les parquets régionaux des internautes visés qui vont décider si les dossiers sont suffisamment solides pour être présentés à un tribunal, en l'occurrence tribunal de police. Pour, à la fin, in fine, si la procédure suit son cours théorique, il y a 1 500 € d'amende maximum et 1 mois de suspension de l'abonnement. Mais là, on est à la discrétion du juge. Voilà. Et les critères qui permettent de savoir si on transfère un dossier ou pas, si ça dépasse le rendez-vous avec l'Adopi et si ça finit devant le juge, c'est extrêmement flou. Pour l'instant, c'est extrêmement flou parce que y a pas énormément de communication là-dessus. C'est la CPD qui décide. En gros, elle convoque les gens. On le sait. On se rappelle de la phrase de Humbert Carretta. La CPD peut, mais peut ne pas. C'était vraiment on en est là. On sait pas. On va avoir une étape supplémentaire qui est que fera le parquet, parce que le parquet en fait a toute une série de choix et on ne sait même pas très bien lesquels sont ouverts ou pas, parce qu'ils peuvent
à la limite, ils peuvent dire ah mais moi j'ai les éléments qu'il y a une preuve qu'il y a vraiment eu une contrefaçon, et ils pourraient envoyer au juge ordinaire pour contrefaçon. Bon, ils le feront plus que probablement pas. Par contre, c'est les ayants droit qui eux gardent la possibilité de le faire. Parce qu'il y a l'aspect double peine de la DOPI, oui. Et après, ils ont le choix d'envoyer d'aiguiller sur le défaut de sécurisation et les ordonnances pénales, ou bien eux aussi de ne rien faire. Et donc il y a une grande incertitude, et en même temps beaucoup de critiques attendent avec assez d'impatience les premiers débouchés, avec en ligne de mire la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Et là c'est une procédure qui va prendre beaucoup de temps. Après, d'après les éléments qu'on a, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont eu leur troisième qui ont été reçus par la CPD. La CPD a reçu tout, ou au moins toute une partie des 165 dossiers. Et a priori, ce qui en ressort quand même, c'est qu'on a l'impression, mais c'est vraiment une impression, vu qu'on ne sait pas, il n'y a pas de communication officielle, que la CPD n'envoie au tribunal que les gens qui reconnaissent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un internaute qui nie mordicus, non, vous avez peut-être des relevés d'adresse IP, etc., mais moi, je n'ai jamais télécharger ce que vous dites que j'ai téléchargé. Dès qu'il y a une négation totale de l'internaute, il y a eu des cas, des gens qui ont expliqué avoir été reçus par la CPD, et ils ont dit mais non, mais moi je n'ai jamais téléchargé, je crois qu'il y avait Iron Man 2 ou ce genre de choses dans la liste. Non, moi je n'ai jamais téléchargé, et donc la CPD a abandonné. Ce qui est plutôt rassurant, puisque ces gens-là sont présumés innocents jusqu'à ce qu'on apporte la preuve de leur culpabilité, et vu qu'on ne peut pas vraiment apporter la preuve. Mais ce qui veut dire non, mais ce qui veut dire, c'est le processus de collecte des preuves et d'une fragilité terrible. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'on a placé les gens dans une situation qui n'est pas celle d'un tribunal impartial et équitable, respectant le droit à un procès équitable, et que dans cette situation, ils se sont auto-incriminés. Or ça, c'est vraiment une chose que la Cour européenne des droits de l'homme ne tolérera jamais, quoi. Enfin, donc là, il y a le fait, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, ils n'agissent que sur des gens qui ont reconnu les faits, on va tout de suite remonter à la question, mais dans quel cadre ils ont reconnu les faits, sous la menace de quoi, et là je crois que on souhaite bien du plaisir pour défendre la procédure. Mais je crois que tout le monde du côté des gens qui mettent en œuvre la procédure s'en moque, parce qu'en fait tout ce qu'ils veulent c'est faire un geste avant l'élection. Montrer qu'ils ont enclenché la dernière étape. Ça aurait quand même coûté extrêmement cher aussi. Ça a coûté extrêmement cher. Et là, il y a eu une deuxième affaire qui s'est rajoutée sur ces 165 dossiers en procédure finale. C'est que enfin, la DOPI, c'était parce qu'il y avait un petit souci quand même sur ce système de collecte de preuves. On vous rappelle que c'est une société privée qui s'appelle TMG, qui est basée en Loire-Atlantique, je crois, de mémoire, à Nantes, qui récolte toutes les données sur les réseaux peer-to-peer, les adresses IP, et puis en fait qui après envoie aux fournisseurs d'accès les adresses IP avec les timecodes, enfin les informations temporelles pour demander les noms des abonnés. Bref, et c'était quand même même si c'est des agents assermentés, c'est une entreprise privée qui fait cette collecte. Et Adopi avait oublié un léger détail, c'est que pour arriver chez un juge avec ces données-là, il faut quand même un peu prouver que la méthodologie de récolte des données est un petit peu fiable. Or, ça n'avait jamais été le cas, c'est-à-dire que les ayants droit avaient dit non, mais si, c'est très très fiable, et Adopi avait dit oui, c'est fiable, mais personne d'autre. Et donc les juges auraient bien été en peine de dire mais oui, mais on a besoin d'une expertise tierce, et c'est quelque chose qui avait été demandé par la CNIL dès juin 2010. Et Adopi n'avait toujours rien fait, et c'est juste fin janvier, donc quelques semaines à peine avant d'avoir envoyé les premiers dossiers à Adopi, que il y a eu ce rapport qui s'appelle le rapport Znati.
Alors ça avait été un petit peu accéléré par cette histoire de faille qu'on avait découvert dans les serveurs. Il y avait plein d'adresses IP en clair, Ouais. du coup il devenait urgent de vérifier comment ça se passait. Et donc ils ont enfin un rapport d'un expert judiciaire. Alors c'est pas c'est pas un rapport demandé par le juge, donc c'est pas un rapport d'expertise judiciaire, c'est un expert qui l'a fait et qui dit grosso modo que le système est fiable et robuste et tout ça, même si ça commence à être démonté par d'autres experts. Mais bon, bref, il arrive à des conclusions que le système Adopi, ou en tout cas de récolte des adresses IP, est fiable. Mais alors il y a eu un petit truc assez marrant sur ce rapport, c'est que Adopi a mis en ligne le rapport entier alors que les ayants droit avaient demandé explicitement de masquer certaines informations. de masquer certaines informations. La transparence a des limites, en tout cas pour les ayants droit. Et notamment, en fait, c'est un membre de la SACEM, Benoît Solignac-Lecomte. Alors oui, parce qu'il y a des adresses, des échanges de mails qui ont fuité sur le net. Nous, on a reçu à Libération des copies de ces échanges de mails. Donc, qui dit ce rapport attestant de la robustesse et de la fiabilité du système mis en place par les ayants droit est essentiel pour sa crédibilité et pour asseoir les actions judiciaires initiées par la Hadopi. Tu m'étonnes. Sur la base des saisines que nous vous adressons. Mais en fait, après, ils disent mais nous sommes opposés à une telle publication qui ne peut qu'affaiblir le rapport de monsieur David Snati et les actions judiciaires initiées par la Hadopi, sans compter les réactions partisanes. Oh là là, comme la quadrature du net, mon Dieu, ils empêchent de tourner en rond. Les réactions partisanes qu'elle ne va pas manquer de susciter de nature à instiller le doute dans l'esprit des magistrats. Oh, il ne faudrait pas instiller le doute dans l'esprit des magistrats. Et en fait, donc, ils se sont opposés, sauf que, suite à une erreur de manipulation, le rapport en entier est en ligne avec quelques informations sur le jour et les heures des échanges de flux de données qui sont surveillés par Hadopi, la taille du segment téléchargé dans chaque fichier qui est de 16 kilooctets pour valider le fait que les internautes... Enfin, il y a plein d'informations qui sont sur la procédure exacte pour les prendre en flagrant délit. Voilà, donc il y a eu une montée en régime une montée dans l'énervement entre les ayants droit et Hadopi. Et en fait, ce dont ils ont peur, si j'ai bien compris, c'est que si on a la procédure exacte qu'ils ont pour surveiller les gens, c'est qu'on puisse la reproduire et ou la détourner ou essayer de la rendre inefficace, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. C'est que des informations pourraient faire en sorte de mettre en place des nouveaux clients peer-to-peer qui pourraient exclure de manière assez automatisée les serveurs de TMG. Mais bon, ça c'est pas encore en place, mais c'est ce dont ont peur les ayants droit. En tout cas, ça c'est Hadopi, mais Hadopi est peut-être une histoire ancienne déjà, on sait jamais, ça dépendra beaucoup de ce qui arrivera dans quelques mois, mais en tout cas, il y a d'autres alternatives à Hadopi pour comprendre le partage non marchand sur Internet. C'est ce dont nous allons parler avec Philippe Aigrin, donc cofondateur de la Quadrature du Net. Mais auparavant, quand même, ce qu'on appelle une petite virgule comme ça, sonore. Oui, on les choisit un peu bizarrement, nos virgules sonores. Ça nous tombe dessus, en fait. On les choisit pas. C'est eux qui nous choisissent. C'est eux qui nous choisissent. Donc Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature du Net et auteur notamment dernièrement de Sharing, donc c'est en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais c'est forcément très intéressant, Culture and the Economy in the Internet Age. Donc tu as réfléchi depuis longtemps à ce que pourrait donner une acceptation du partage non marchand sur Internet, mais on va commencer peut-être par les bases. Qu'est-ce qu'on appelle le partage non marchand ? Alors, moi, j'ajoute même un terme supplémentaire qui est le partage non marchand entre individus, donc de personne à personne. Alors d'abord, je crois que chaque mot a son importance là-dedans. Donc d'abord le partage. Et alors là, l'histoire est très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que aujourd'hui, on ramènerait le mot partage pour cacher les vilains mots comme le piratage. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le mot partage, il était à l'origine même des pratiques d'échange sur Internet. On le trouve explicitement dans l'expression de file sharing chez Sean Fanning pour Napster. En fait, il y a eu du partage
partage dans ce sens-là bien avant, de 93, mais un peu limité par l'absence de méthode de compression largement répandue. Et puis, à grande échelle, déjà dès 95, avec la disposition du MP3 assez large. Mais c'est à partir de 98 que Sean Fanning développe Napster. Fin 98, c'est lancé. Et c'est pas seulement qu'il appelle ça du partage de fichiers, c'est qu'il pense explicitement ça comme une mutualisation entre discothèques. Ils disent, ben voilà, on a chacun notre discothèque, et ben on va mettre ça en ligne, et puis tout le monde accédera, pourra partager l'ensemble des discothèques. Donc il y a une idée de partage au sens fort, une idée de partage par mutualisation. Et puis bon, après on sait, c'est devenu même, on peut considérer qu'aujourd'hui c'est une victoire que même le roi de Suède là, il soit en train d'employer le mot partage, parce que il y a pas longtemps ils auraient parlé de télécharger ou de pirater, et en fait ce produit, c'est le produit d'une réaction de la société qui s'est mis à revendiquer le partage, voire même à revendiquer le piratage, hein, en retournant le mot, hein. Donc moi, j'ai plutôt travaillé à revendiquer le partage. Et l'intérêt de le revendiquer, c'est qu'on commence à regarder ce qui se passe vraiment, hein. Oui. Donc on commence à se poser des questions du genre, d'abord, est-ce que c'est un acte légitime ? Et on voit que c'est bel et bien un acte qui, dans la sphère des œuvres sur support, bon là, vous avez un exemplaire de mon livre, si vous voulez le donner à quelqu'un d'autre, ni mon éditeur ni moi n'auront rien à dire là-dessus, et si vous voulez faire des choses épouvantables avec le découper en tranches, écrire plein de trucs dessus, non plus, quoi, hein. Et en fait, pour les œuvres sur support, on a toujours considéré qu'à partir du moment où on entrait en possession d'une œuvre, les droits s'éteignaient dessus. Enfin, ça s'appelait comme ça s'appelait l'épuisement des droits en français, la doctrine de la première vente. Et donc, le partage, c'est un droit reconnu, et s'il était reconnu, c'était pas pour rien. C'était parce que d'une part, il paraissait intolérable qu'on s'occupe de façon restrictive de qu'est-ce que les gens font avec les œuvres. Et puis d'autre part, que ces modalités de diffusion et de distribution entre individus des œuvres se révélaient être le fondement, d'une part, d'une forme de conscience de l'existence des œuvres, et puis d'autre part, d'une culture partagée. Alors après, non marchand, en fait, pour les œuvres sur support, même les usages, même le partage marchand est permis. On peut les louer, les vendre. Il se trouve que un des aspects fondamentaux de toutes les activités sur Internet, c'est qu'elles se développent à grande échelle et avec une sorte de fluidité et d'extrême rapidité et aussi de capacité à sans arrêt innover à leur propos, justement parce qu'elles sont non marchandes. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas à négocier ni des droits de propriété, ni des contrats, des prix. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la sphère des échanges non marchands, elle a une valeur particulière sur Internet. C'est elle qui va permettre, par exemple, au public de devenir une forme de distributeur des œuvres culturelles, mais c'est aussi elle qui sert de base à toutes les réutilisations, hein. Donc moi, j'ai employé l'expression de dire que le partage par la simple copie, par le simple partage de copie, c'était le premier pas de la capacitation culturelle, le premier pas, et que c'est pas du tout comme on voudrait le décrire l'acte simplement d'un mauvais consommateur qui veut pas payer, hein, auquel cas on s'intéresse qu'à l'accès, hein, on s'intéresse que du côté téléchargement au sens entrée en possession de la copie, alors que l'acte fondamental du partage, c'est la mise à disposition. Donc, du coup, il y avait l'idée que dans la sphère numérique, ça avait un sens de reconnaître le partage non marchand et de le différencier fortement du partage marchand. Alors, c'est quand même, on a l'impression, quand on t'écoute, c'est qu'il y a une vraie légitimité de ce partage-là, sauf que ça a été décrit depuis une dizaine d'années maintenant comme le diable absolu. C'est la copie, c'est le vol, le téléchargement, c'est le vol, on vole. Si vous téléchargez nos MP3, on peut venir chercher la bouffe dans votre frigo. Enfin, il y a eu comme ça tout un lexique qui a été mis en place qui délégitime justement ce partage, hein, qui a tenté.
Alors ça, c'est les guerres lexicales, ça prend toujours du temps, ça demande beaucoup d'obstination et puis aussi beaucoup d'attention aux faits, quoi, beaucoup à la matérialité des actes. Créer une nouvelle copie, ça enlève rien à personne. Enfin, on peut le décrire comme un processus de multiplication. Vous avez sûrement mis la chanson une fois dans vos virgules de Nina Pellet sur ça. Donc, il y a eu des centaines d'efforts depuis Jefferson et celui qui allume sa chandelle à la mienne ne me prive pas de lumière à des tas d'autres formulations. Mais d'une certaine façon, il y a deux autres problèmes qui, je crois, expliquent la difficulté à reconnaître la légitimité du partage. Moi, quand j'explique, quand je mets en scène même l'acte de donner un livre ou l'acte de le découper en tranches ou jamais les gens ne contestent que c'est important, même quand je fais ça devant des auteurs qui sont des auteurs à succès ou n'importe quoi. Mais par contre, ce qui fait qu'ils sont pas prêts en fait à la reconnaître, c'est d'une part qu'ils sont pas convaincus de l'utilité de la chose et d'autre part surtout qu'ils sont pas convaincus de la compatibilité avec l'économie culturelle. Et que donc ils ont peur ils aimeraient bien, je suis persuadé qu'au fond la plupart même les éditeurs souhaiteraient pouvoir reconnaître le partage, mais ils sont pris dans une logique où ils sont soit profondément convaincus, soit ils ont des intérêts qui l'empêchent de le reconnaître, du fait que ça va créer un univers où certain nombre d'activités vont être mises en danger. Et donc c'est pour ça que aussi bien dans Internet et création que dans mon dernier livre en anglais, Sharing, j'ai beaucoup étudié à la fois cet aspect réellement quel est l'impact sur la diversité culturelle, notamment la diversité, quelles œuvres sont accessibles et aussi quelles œuvres font effectivement l'objet d'un accès, et puis la compatibilité avec les différents versants de l'économie culturelle, mais en s'intéressant pas uniquement à l'édition phonographique et vidéographique qui représente des petits morceaux négligeables de l'économie culturelle dans son ensemble, même si par contre dans ces morceaux, il y a des fonctions à valeur ajoutée qu'il faudrait pas perdre. Quelqu'un qui aide un artiste à enregistrer de la musique ou le peu de contribution au financement des films qui vient de l'édition vidéographique, c'est très négligeable en France, mais dans d'autres pays c'est important. Ces choses-là, on veut pas les perdre. Et donc là, ce qui différencie, enfin ce qui est important dans ton travail justement sur le partage, c'est justement toute ta réflexion sur l'aspect économique et comment est-ce qu'on intègre ce partage dans la sphère économique culturelle et dans l'industrie culturelle, parce que c'est vrai que si on parle des auteurs, des créateurs et ce genre de choses, finalement les créateurs vont pas forcément perdre, mais il y a toute une industrie culturelle qui est mise en place et qui semble avoir peur de ce partage. Et ton travail, c'est d'expliquer que ce partage peut s'intégrer à l'intérieur de la sphère économique. Alors, il faut être un tout petit peu plus précis que ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'une part, les auteurs, interprètes, techniciens, tout ça, moi je mets tout ça dans un paquet d'activités créatives qui sont d'ailleurs de plus en plus indistinguables dans les pratiques effectives des individus. Il y a plein de gens, si vous leur demandez, un type qui fait de la musique électronique aujourd'hui, la frontière entre le technicien, l'interprète et le compositeur, elle est complètement balayée, quoi. Et c'est vrai aussi des photographes, c'est vrai de plein. Donc et c'est vrai aussi des auteurs de textes, d'ailleurs, comme je suis moi. Tout ça, c'est sûr que c'est un volet sur lequel je crois qu'au fond, il n'y a pas débat. Qu'en fait, une reconnaissance du partage non marchand avec des nouveaux mécanismes de rémunération ne peut qu'être bénéfique aux revenus individuels des créateurs. C'est-à-dire, c'est à la création elle-même, en fait. Aux personnes qui créent. Oui. Par contre, il y a une deuxième question que se posent les créateurs et qu'il faut prendre au sérieux, qui disent ouais, mais est-ce que j'aurai un producteur? Donc, alors, il y a un certain nombre de créateurs qui ont abandonné cette idée
soit en se lançant dans l'autoproduction, soit en créant des structures mutualisées, des petites structures de production. Mais il y en a quand même qui sont pas dans cette approche, qui veulent se concentrer sur une définition plus restreinte de l'acte créatif et qui veulent avoir des gens en face d'eux qui sont des gens qui font école. Enfin, un label, quand c'est pas un gestionnaire de stock de droits, mais que ça aide à mûrir une école artistique ou un son particulier ou des approches spéciales ou même simplement une éthique particulière, c'est des choses précieuses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces fonctions éditoriales à valeur ajoutée ou ces fonctions d'environnement de la création, elles vont continuer à exister? Après, est-ce que tel ou tel acteur industriel, il va souffrir ou pas par rapport à la situation actuelle? Ça, c'est un problème qui est pour moi totalement secondaire parce que les choses changent. Il y a des acteurs. Par exemple, un des effets du partage, c'est une augmentation, notamment du partage pair à pair, quand il n'y a pas, comme il y a dans BitTorrent, des primes aux contenus les plus téléchargés. Dans le protocole de BitTorrent, il y a un automatique équilibrage entre le fait par les trackers, entre l'upload et le download. Donc il y a les offres qui sont peu demandées ont tendance à disparaître de l'offre visible. Donc c'est aussi le cas dans d'autres dispositifs de partage. En particulier, c'était le cas à mort dans Mega Upload et les serveurs centralisés de streaming. Bon. Quand on est dans du vrai pair-à-pair, du pair-à-pair type Napster, Casa, iDonkey, eMule, DC++, des choses qui comme ça. Qui permettent de grosso modo de partager des répertoires entiers de son disque dur. Voilà. Quand on est là-dedans, il y a des preuves vraiment solides qu'il y a une énorme augmentation de la diversité d'accès aux œuvres. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, les œuvres de popularité intermédiaire sur un grand ensemble d'œuvres, les choses qui vont au-delà des 2% les plus populaires jusqu'à 30%. Ça, c'est le réservoir de la diversité culturelle parce que c'est des trucs que les individus, quel que soit le média, il y a déjà assez de gens qui ont accédé pour qu'on soit sûr que c'est pas complètement nullissime parce que la qualité, on peut pas la définir. Mais son absence totale, c'est parfois possible. Mais alors la grande question qui est le leitmotiv, le marronnier presque, c'est comment on fait factuellement, pragmatiquement, pour dégager un revenu ou un modèle économique lié à ce partage non marchand. Ça fait quand même des années que tu réfléchis au sujet, et donc est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est il y a des différents modèles qui se détachent de ça? Alors d'abord, l'idée n'est pas de faire reposer toute l'économie culturelle en l'indexant sur le partage non marchand. Ça serait une folie parce qu'il y a plein dans les sources de revenus qui sont en général ne font une place mineure, sauf pour le livre, à la vente de biens culturels ou de services liés aux biens culturels, comme les téléchargements payants. Dans tous les autres médias, les sources de revenus, c'est surtout des sources de services au sens humain, le concert, la projection des films en salle, l'enseignement, et toutes ces sources-là, elles vont continuer à exister, et non seulement elles vont continuer à exister, mais elles sont profondément favorisé par le développement des actes de partage entre individus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la DOPI, page 45 de son autre rapport d'avant, où elle montrait, chiffres à l'appui, que les gens qui pratiquent des actes qu'ils appellent d'accès illicite, sont ceux qui consomment le plus de biens culturels. Et puis c'était pas juste un rapprochement sur les catégories d'âge ou des choses comme ça qui peuvent être biaisées. Là, c'était vraiment les gens qui disent partager sont aussi ceux qui consomment le plus. Donc, et plus ils dépensent, plus c'était vrai en plus. Oui, et plus ils dépensaient, plus c'était vrai. Ouais. Et alors, ceci dit, il faut faire attention. Ça, c'est dans un contexte où le partage n'est pas reconnu comme légitime. Qu'est-ce qui se passera dans le contexte où on viendrait légaliser le partage non marchand entre individus? Moi, je n'exclus pas qu'il y ait une certaine érosion
du volume de l'achat. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis attention, les industriels, ils vont falloir se repositionner. Hein. C'est-à-dire que les tendances qu'on voit à l'œuvre chez l'offre innovante, qui est rarissime et qui est totalement absente des majors et des plateformes de distribution type iTunes, Deezer, Spotify et compagnie, ils vont devoir offrir soit une valeur ajoutée dans l'expérience fournie par l'accès aux œuvres, soit des fonctionnalités annexes d'intermédiation entre les artistes et les fans, à l'intérieur des fans. Donc, à ce moment-là, ils vont aussi probablement soit devoir faire des produits de luxe, donc des coffrets collecteurs, soit baisser les prix sur l'offre qui est simplement une offre de contenu numérique. Mais pour revenir à... En fait, on parle souvent de la licence globale, de ces quelques euros ajoutés pour chaque abonnement Internet et qui seraient redistribués après. On reste sur ce modèle-là, en fait. Ouais. Moi, je pense que ce modèle, il a de très profondes qualités, à condition de bien le penser. C'est-à-dire, au début, ça a été... on a inventé la licence globale et les schémas similaires, simplement pour arrêter la guerre au partage, parce que on voyait que c'était une telle catastrophe ce qui nous arrivait avec 10 dispositifs répressifs après dispositifs répressifs, on a dit on va acheter la paix, quoi. Bon. Et donc on a fait un modèle où disons honnêtement les travaux qui avaient été faits avant par Terry Fisher en 2004 étaient complètement oubliés, personne n'avait regardé ce qu'il avait dit sur comment on pouvait faire, et d'autre part on visait simplement à compenser l'industrie du divertissement, parce que c'est elle qui criait fort. Bon, aujourd'hui, le vrai problème, c'est que si on veut que ce modèle marche, le modèle de paiement forfaitaire, distribution équitable aux créateurs et financement dans mes modèles, moi je pense qu'il est très important qu'il y ait aussi du financement amont aux œuvres, parce qu'il y a des domaines comme le cinéma qui ont besoin de financement amont, les jeux vidéo aussi, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent très bien vivre, les blogs et la musique, ça peut très bien vivre avec une très grosse majorité de rémunération aval. A posteriori, oui. Ouais. Donc, si on prend ces modèles, si on accepte de considérer la diversité des médias et de leurs besoins, si on accepte de mettre dans le paquet aussi les médias propres à Internet, aussi les médias qui ont complètement accompli la révolution numérique et dont personne ne parle, comme la photographie, c'est quand même fantastique. C'est le seul média qui aujourd'hui vit entièrement dans l'économie numérique, et personne regarde ce qui se passe. Hein. Bon, et quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des choses comme le reportage d'investigation photographique, c'est super dur à financer. Les archives de photos, c'est pratiquement impossible. Et elles se font acheter les unes après les autres par Corbis, ou elles font faillite, simplement. Donc, quand on regarde ça, on voit que le modèle mutualiser des ressources à l'échelle d'une société et les répartir d'une façon non intrusive dans la vie privée des individus et équitable au niveau des modes de distribution, c'est quand même une solution attrayante, même si c'est seulement 3-4% de la consommation culturelle des ménages. Hein. Bon, en tout cas, c'est des premières pistes. On conseille, hein, pour ceux qui lisent l'anglais, et de toute façon, tu as fait plein de tribunes, notamment dans Le Monde dernièrement, et il y en aura d'autres sur l'économie du partage en ligne. Là, le dernier ouvrage, donc Sharing Culture in the Economy of the Internet Age, à Amsterdam University Press. Merci. C'était court, c'était trop court, bien sûr, mais avec un détail, c'est qu'il y a un site dans lequel les gens peuvent faire tourner les modèles de financement en choisissant leurs propres paramètres, en disant sur le modèle du site que Piketty Zélandais avait mis en place pour une révolution fiscale. On mettra le lien sur écran.fr. On va aller très vite sur la deuxième partie de l'émission, la dernière partie. On va commencer avec quoi? Je suis perdu. Avec la minute même. What People Think I Do. Vous l'avez vu, ça a envahi vos
vos profils, vos timelines, non, vos profils Facebook, Vos journaux Facebook. Vos journaux Parce que Facebook, vous êtes pardon. moderne maintenant. Ça l'a envahi, c'est voilà, c'est ce que les gens pensent que je fais quand je leur dis que je suis. C'est ça? Ouais, donc ça se présente sous forme d'une image noire, enfin d'un carré noir avec 6 petites images. La première dit ce que mes amis pensent que je fais, la deuxième ce que ma maman pense que je fais, la troisième ce que moi je pense que je fais, ce que la société pense que je fais et ce que je fais vraiment. Donc en général c'est sur un métier, hein, c'est-à-dire Voilà. La société, la maman imagine toujours des choses plus ou moins nobles. Enfin, ils ont en tout cas une image déformée de la profession qu'on fait. Et puis à la fin, on tombe sur un truc. C'est toujours la chute, ce que je fais vraiment. Alors le premier qui est sorti, c'était un artiste qu'il a mis sur son Facebook qui s'appelle Garnet Hearst et il est donc artiste contemporain. Il fait des, on sait pas trop ce qu'il fait finalement puisque il fait le dit. des mèmes. Il fait des mèmes. On sait pas trop ce qu'il fait. Ses amis pensent que il fume des joints. Sa mère pense qu'il dessine avec des crayons de couleur. Elle le voit comme quelque chose de pas très glorieux. Apparemment, l'art contemporain. Lui, il se prend pour Marcel Duchamp. La société le voit en train de faire des performances à poil sur le trottoir dans la rue, alors que lui, il passe son temps à remplir des formulaires pour avoir des expositions dans les galeries. Et donc après, tout le monde adapte ça à son propre métier. Il y a eu des versions je suis un chat, moi je me prends pour un lion, alors que les autres me voient comme un bébé ou une peluche qu'on peut tripoter. Et il y a eu donc plein de métiers, vous les avez vus hein, normalement sur les flux Facebook, parce que c'est il y a journaliste, web journaliste, il y a game designer sur les jeux vidéo. On pourra vous faire la version écran.fr. Tout le monde pense qu'on passe notre temps à jouer au chronophage et à chercher des vidéos de poils, alors que c'est pas vrai. Alors que ouais, enfin bon, bref. Il y a aussi des animaux qui n'ont pas de poils. Il y a aussi exactement. Et donc on aurait pu rappeler, hein, mais on mettra les liens sur le écran.fr parce qu'il y a d'autres choses qui étaient des mêmes antécédents. Oui, c'est dans une grande famille de mèmes sur la différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on a vraiment. Par exemple, là, il y a ce que j'ai regardé à la télé, une émission ou une série, ce que je m'attendais à voir et ce que j'ai regardé vraiment à la fin. Ou alors, comment les gens me voient une fois que j'ai dit que j'étais athée, gay, fan de chat, russe, enfin voilà. Absolument ce qu'on veut. Donc on mettra les liens sur la page d'écran.fr. On va passer là on va essayer de en speed. Et là Burrito Bison Revenge. Et donc c'est le retour du Burrito Bison. On vous en avait sans doute parlé, je crois, l'année dernière. C'est un jeu de distance, donc il faut écraser le maximum de nounours en gélatine, aller le plus loin possible en cassant des portes, et en récupérant des bonus en milieu de parcours. Il faut juste savoir que si vous n'avez pas des heures et des heures et des heures et des heures de libre avant de commencer, ne commencez pas, parce que c'est un danger ce jeu-là. Je crois que tu as mis du temps à commencer. Ceci dit, moi j'ai trouvé, parce que moi j'attendais d'avoir mes petits badges sur Congregate. Mais moi, j'ai trouvé une très bonne technique. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez quand même jouer à Burrito Bison. Il suffit de le laisser dans un onglet de votre ordinateur et à chaque fois que vous passez devant, vous faites un lancer. Il y en a pour 1 minute, 1 minute 30 et ensuite vous faites ce que vous avez à faire et vous faites un lancer par un lancer. Comme ça, vous voyez pas que vous passez votre week-end dessus. Mais grosso modo, il y a tous les ingrédients, upgrades, achievements, enfin ceux qui sont des habitués des chronophages. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est très très rapide. Il nous reste 2 minutes pour parler de l'ACTA. c'est absolument... C'est ça le problème d'ACTA, c'est qu'à chaque fois... Ça fait l'ACTA en 2 minutes. Non, là ça va pas le faire. Mais on va juste parler rapidement. Mais on avait prévu d'en parler beaucoup plus. Mais bref, on écoute rapidement la vidéo qui est disponible sur la Quadrature du Net. Can you imagine your internet service provider policing everything you do online? This will become reality with ACTA. ACTA is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Disguised as a trade agreement, ACTA goes much, much further than that. For the past 3 years,
ACTA has been negotiated in secret by 39 Donc là, c'est la countries. vidéo, une vidéo qui tourne beaucoup d'explications de ce qu'est l'ACTA, donc l'accord anti-contrefaçon international, anti-contrefaçon. Juste pour vous dire que l'actualité du moment, c'est un accord qui a été négocié pendant plus de 3 ans sur plein de pays et en fait qui a été ratifié par la Commission européenne fin janvier. C'est ça, au Japon, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Signé. Qui a été signé. Signé par la Commission européenne. Et 22 pays européens. Et 22 pays européens, sauf qu'il y a eu un début de vent de révolte avec des manifestations, notamment en Pologne, qui ont vraiment pris en ampleur et qui ont poussé un peu les pays les uns après les autres à suspendre. On en est à combien là ? On en est à 11 pays, les derniers étant les Pays-Bas, l'Allemagne, la Bulgarie. Alors, à chaque fois, à un niveau différent. Par exemple, l'Allemagne n'avait pas signé, donc elle a bloqué les discussions. Les Pays-Bas avaient signé, mais les Verts au Parlement ont fait voter un amendement pour que le Parlement discute et comprenne et qu'il y ait un débat public, parce que le gros problème, et ce qui est dénoncé par l'ensemble des politiques, même directement, c'est qu'il n'y a pas eu de débat public sur ACTA. Oui. Il n'y a pas eu, personne ne sait vraiment ce que c'est, et même les parlementaires eux-mêmes finalement se sont retrouvés avec un texte qu'ils devaient signer au Parlement, et ils ne savaient pas comment on en était arrivé là, quel était ce texte, etc. C'est extrêmement compliqué. Il a fallu que Wikileaks s'en mêle en 2008 pour qu'on ait enfin des brouillons. Voilà, on a eu des brouillons, et là il y a l'accord final qui est disponible sur le site de l'Union européenne. Ça fait 50 pages et des bananes, sauf qu'on a toujours l'impression que quand on lit une phrase, il y a environ 8 pages d'annexes ou de conséquences qui sont liées à ça. C'est très très difficile, c'est vraiment un peu un monstre. Ça fait partie des combats de la Quadrature du Net. Très rapidement, je suis désolé, parce que c'est même, disons, en ce moment, notre combat essentiel, celui auquel on donne une priorité dans les mois qui viennent. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, c'est courage Fillon du côté des promoteurs d'ACTA, donc ils essayent en fait de gagner du temps, bottant en touche, en posant des questions à la Cour de justice européenne, en retardant les processus au Parlement. On n'entend presque plus de gens, à part quelques groupes d'intérêt, qui disent qu'ils sont pour ACTA. Et du coup, nous, on pense que dans ce contexte, il faut continuer à mettre une pression accentuée, mais s'ils comptent sur l'épuisement de la résistance, ils seront déçus. Mais ce qui est très impressionnant quand même, c'est que c'est aussi c'est pas la première, mais c'est une victoire, entre guillemets, en tout cas, ça se profile comme aboutissant à une victoire. On sait jamais, il faut jamais créer victoire avant, mais il y a quand même un vrai processus qui est lié à un militantisme né sur Internet qui a vraiment pesé sur les décisions politiques. En tout cas, chez certains pays, notamment à l'Est. En fait, ce qui se passe, c'est la nouveauté, c'est en fait sans doute lié aussi à la connexion avec les révolutions arabes et les mouvements d'occupation dans les pays non arabes. Ça a été le fait que pour la première fois, les gens passaient dans la rue, et en fait c'est ce que ça signale, c'est que c'est une nouvelle catégorie de gens, parce que nous à la Quadrature du Net, honnêtement, il y a 3 ans, si on nous avait dit vous appelez à une manif, on aurait dit non, on se retrouve à 200 et on serait complètement ridicule, parce que le petit noyau des militants sur Internet, ils agissaient sur Internet, ils agissaient aussi par interaction avec le politique, mais ils n'étaient pas présents dans les manifestations de rue. Et ça, c'est la grande nouveauté, et c'est une nouveauté à laquelle on participe et qui nous permet d'ailleurs de rencontrer un public très élargi qui suit les Anonymous, mais qui aussi suit tous les gens qui se reconnaissent dans le mot et le masque des Anonymous. Mais c'est aussi tout un public qui n'est pas lié à ça et qui est simplement un public de gens qui ont compris. Moi, le parallèle que je fais, c'est avec l'accord multilatéral sur l'investissement en 94, qui a été la première victoire et une des seules altermondialistes. Donc, il y a un mouvement de ce genre qui est en train de prendre forme, et si demain c'est pas ACTA, c'est la suite d'ACTA, il va pas disparaître. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, on reviendra plus en précision. Mais ta participation, Philippe, était si intéressante que j'ai un peu laissé tourner le chronomètre. Désolé. En tout cas, merci Philippe Aigrin d'être venu nous parler de ce partage non marchand. Et en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines
sur écran.fr et sur No Life, ne manquez pas. Et puis voilà, on vous laisse avec, comme d'habitude, c'est des poils. C'est là, je serais presque tenté de l'appeler Miaougli. Non, pour Mowgli, c'est oui, non, c'est un On petit vous peu laisse nul. sur cette blague. On vous laisse sur cette blague. Bonjour, au revoir, pardon. Je suis perdu. On se retrouve dans 2 semaines donc sur écran.fr et sur No Life. Bye. Salut.